partir de 2025, la collecte et la gestion des impôts fonciers ne relèveront plus des communes, mais des centres fiscaux qui verseront les recettes au trésor public. Une mesure de la DGI et du ministère de l'économie qui illustre la volonté du régime actuel de recentraliser le pouvoir. Dans le cadre du projet Voulbé, EDF, dont l'objectif reste la rentabilité, détient 37,5% du financement aux côtés d'Action, Africa 50 et l'État malgache. Le contrôle du financement restera entre les mains des partenaires jusqu'à la fin de la concession, avec un éventuel transfert de la gestion à la Tirama, selon un ancien PCA de l'entreprise. Dans l'actualité internationale, une nouvelle frappe russe a fait près de 30 blessés durant la nuit, tandis que le président Zelensky a salué hier un accord qu'il considère comme véritablement équitable avec les États-Unis, bien que de nombreuses zones d'ombre persistent. Des entreprises américaines auront désormais accès à l'extraction de minerais, de pétrole et de gaz en Ukraine. Un fonds d'investissement sera également créé entre les deux pays. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale des impôts, a décidé de retirer aux communes, à partir de l'année 2025, la collecte et la gestion des impôts fonciers. Cette mission revient désormais aux centres fiscaux qui verseront directement les recettes au trésor public. Cette mesure s'inscrit clairement dans une dynamique de recentralisation du pouvoir par le régime en place. Les impôts fonciers constituent l'un des piliers du fonctionnement des communes. Si ces recettes sont désormais captées par le pouvoir central, la gestion locale deviendra extrêmement compliquée, notamment pour assurer le paiement des salaires des agents communaux. Cette nouvelle disposition, comme d'autres avant elle, entre en contradiction flagrante avec la politique gouvernementale affichée de décentralisation. En réalité, c'est désormais le pouvoir central qui contrôlera ces ressources. La commune effectue les enquêtes, les recensements et les évaluations. Ensuite, elle transmet tous les dossiers au service de gestion des impôts, qui procède ensuite à la collecte auprès des foyers. Cette décision a été imposée unilatéralement aux maires de tout le pays, sans tenir compte de leur avis. Si le gouvernement cherchait réellement le développement, il aurait dû organiser une concertation avec tous les maires de Madagascar. Aujourd'hui, quelle que soit leur couleur politique, de nombreux élus locaux dénoncent une décision qui piétine la décentralisation et freine le progrès. Nous pensons qu'il aurait fallu, avant toute décision, engager une concertation afin de définir une stratégie commune pour améliorer le taux de paiement des impôts par la population locale. Ceux qui possèdent une carte fiscale s'acquittent généralement de leurs obligations. Mais qu'en est-il des autres? Il aurait été plus judicieux de dialoguer d'abord, d'identifier les freins et de réfléchir ensemble aux moyens d'inciter les citoyens à payer leurs impôts. Même lorsque c'est la commune qui gérait l'impôt, à peine 30 à 50% des contribuables parvenaient à s'en acquitter en raison de la charte de la ville et de multiples difficultés. Mais ce taux était atteint parce que la commune est proche de la population. Que se passera-t-il maintenant avec cette complexification? Déjà, de nombreuses communes ne reçoivent pas à temps leur part d'impôt synthétique du Trésor. Certaines attendent depuis des années. Cela crée des conflits avec les entreprises qui ont réalisé des travaux car les fonds n'ont pas été versés. Aucune infrastructure ne peut être lancée, même si le maire en a la volonté, et désormais, on redoute une nouvelle crise, le long paiement des salaires du personnel communal. Le ministère de l'Économie et des Finances peut-il garantir que le même blocage ne se reproduira pas avec les impôts fonciers? Ces ressources appartiennent aux communes, pourtant elles doivent quémander leur propre argent. Ce sont même les contribuables qui finissent par supplier l'État de libérer les fonds. À cela s'ajoute une bureaucratie lourde, une instrumentalisation des compétences locales et une gestion politique qui privilégie l'allégeance au pouvoir. De nombreux maires craignent aujourd'hui l'intimidation, voire l'emprisonnement. Le constat est clair, ce ne sont pas seulement les citoyens qui subissent les décisions unilatérales de ce régime, mais aussi les élus locaux. La question que se posent désormais de nombreux observateurs est la suivante. Les caisses de l'État sont-elles à ce point vides pour que le régime Radziwiłł cherche à concentrer toutes les recettes fiscales entre ses mains?
Dans le cadre du projet Voulbé, EDF ou Électricité de France est devenu partenaire. Comme toute entreprise, EDF a pour objectif de réaliser des profits. Selon l'accord relatif au nouveau financement, la participation du groupe Action Énergie et EDF Renewables est chacun de 37,5%, tandis que 25% relève d'Africa 50, celle de l'État malgache est de 20%. EDF agira naturellement dans son propre intérêt jusqu'à ce que la cogestion du barrage et de la production d'électricité soit transférée ultérieurement à la France, a déclaré un ancien président du conseil d'administration de l'entreprise. Les Français garderont le contrôle du financement jusqu'à l'expiration de la concession ou de l'accord. 600 millions de dollars. On parle ici de 600 millions de dollars. De telles sommes doivent être levées soit par le Trésor public français, soit par des mécanismes financiers spécifiques. La France envisage d'accorder un prêt, ce qui entre dans le cadre du Club de Paris, et non du Club de Londres. Il s'agirait donc d'une dette d'État, et non d'une dette commerciale, ce qui signifie que les Français garderont le contrôle sur le financement du projet. Le Premier ministre français a récemment affirmé que la France devait réaliser 45 milliards d'euros d'économies. Pourtant, dans le même temps, il est prévu qu'un demi-milliard d'euros soit envoyé à Madagascar depuis le Trésor français. Cette contradiction soulève des questions. Comment le PDG d'EDF et le gouvernement français vont-ils justifier l'envoi d'une telle somme alors qu'ils font face à un déficit budgétaire aussi important ? 45 milliards, il faut mettre un demi-milliard à Madagascar. La hausse du coût de l'électricité à Madagascar posera également problème dans l'accord de partenariat si elle n'est pas résolue, car EDF ne trouvera pas sa rentabilité dans une électricité trop chère au regard du pouvoir d'achat actuel des Malgaches. Selon encore ce dernier, il est impossible d'obtenir la confiance des banques pour accorder des prêts sans un partenaire technique fiable, capable de maîtriser la construction et la gestion d'après les explications. C'est peut-être ce qui justifie le choix d'EDF. Pour rappel, ce projet avait déjà été lancé sous les régimes précédents sans jamais aboutir. La Cour suprême a maintenu ce jour la peine de 30 mois de prison avec sursis, prononcée en 2024 par le tribunal de première instance à l'encontre de Barson Rakotomang, dirigeant de Rajana syndical, et du professeur Sami Krikwa Ravel Nirin, président du CCS Tananajiv. Pour rappel, ils étaient accusés d'avoir incité des forces de l'ordre à la mutinerie lors des affrontements survenus pendant les manifestations pacifiques organisées par les collectifs de candidats en 2023. Insatisfaits du verdict, les deux responsables syndicaux annoncent qu'ils saisiront la Cour de cassation dès lundi prochain. Nous resterons debout et continuerons toujours à revendiquer. Jusqu'à ce que le pouvoir en venait à abolir le syndicalisme à Madagascar ou à rompre avec l'OIT. Les autorités se trompent si elles pensent que la persécution ou l'emprisonnement des dirigeants syndicaux constitue une stratégie efficace pour faire avancer le pays. Elles ne savent pas tirer parti de l'existence du mouvement syndical si elles le considèrent comme un ennemi. Ce sont les syndicats qui assurent, au quotidien, la défense des droits des travailleurs dans les entreprises. Comment les autorités peuvent-elles alors justifier la poursuite et la répression de ceux qui ne font que revendiquer de meilleures conditions de travail ? L'inspection du travail, quant à elle, invoque un manque de ressources pour justifier l'absence de contrôle dans les sociétés. Pourtant, les syndicats sont des partenaires sociaux incontournables sur lesquels les dirigeants devraient s'appuyer. Le développement du monde du travail ne peut se faire sans eux. Aucun pays ne peut progresser tant que les travailleurs sont négligés. Le régime tente de museler les leaders syndicaux, mais la dénonciation des dérives actuelles, notamment dans un monde du travail en crise, est au cœur même de l'engagement syndical. L'intimidation et la répression ne mettront pas fin à la lutte, selon les explications. La population de Benit, à Touliage, ainsi que celle des Fuktan environnants, vit actuellement dans la peur à la suite des affrontements avec les forces de l'ordre survenus dimanche dernier.
Selon les sources, un groupe de forces de l'ordre continue de patrouiller à proximité du Fuktani de Beneti. Les habitants ont été terrifiés après que 2 personnes ont été blessées et 6 autres arrêtées durant les heurts. Face à cette situation, plusieurs ont fui leur maison, certains se cachent désormais dans les forêts. Plusieurs organisations de la société civile ont condamné cette répression qu'elles jugeaient injustifiée contre des civils. Dans un communiqué publié hier, elle dénonce des actes de violence et des tortures subies par les habitants au moment de leur arrestation et pendant leur détention. Selon l'association Maskora Rivlin, le régime actuel réprime et torture son peuple. Lors des affrontements du 6 avril dans le centre-ville de Touliar, survenus après la répression d'un rassemblement initié par le député local, souhaitant faire un rapport à la population, les personnes arrêtées ont été victimes de graves abus. Elles ont été torturées, violentées, ligotées, frappées avec des armes, aspergées d'eau froide et privées de nourriture. Aujourd'hui, ces mêmes pratiques refont surface à Beneti après les récents affrontements dans la région. Les personnes interpellées y subissent un traitement similaire. Du point de vue des droits humains, les agissements des forces de l'ordre et plus largement des dirigeants dépasse les limites. La situation rappelle les exactions commises durant la période de dite pacification sous l'ère coloniale. Les personnes arrêtées à Beneti n'ont pas eu le droit de rencontrer leur avocat et 5 d'entre elles ont été immédiatement placées en détention provisoire. Malgré les affirmations des forces de l'ordre selon lesquelles elles n'ont pas exercé de violence contre la population, les vidéos et les blessures subies par les habitants prouvent le contraire. Face à cela, on voit que la nation malgache se dirige vers la dictature. Selon la société civile, la restriction de la liberté d'expression à Madagascar ne cesse de s'intensifier. Les arrestations et les violences sont la réponse aux opinions exprimées par les journalistes, les lanceurs d'alerte, les habitants, la société civile et même les syndicats. Ils sont accusés d'illégalité ou de troubles. Ce qui se passe actuellement avance vers une dictature. Les droits fondamentaux garantis par la Constitution sont bafoués et réprimés de multiples façons, notamment par la violence. C'est la première fois que je constate que les syndicats se voient interdire de s'exprimer politiquement et de manifester dans la rue, alors même que leur mission première est de défendre les travailleurs et d'influencer les affaires nationales. Les organisations de la société civile exigent la libération des 5 personnes à Beneti placées en détention provisoire et l'arrêt de l'intimidation exercée contre les habitants qui n'approuvent pas le projet Basto.